De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Alfred Chango et nous avons été rejoints par Djimal Taleb. Bonsoir Djimal. Bonsoir Graziella et pardon pour le retard et merci à ceux qui nous regardent. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. C'est une des grandes forces de l'institution militaire, la capacité à construire toutes sortes d'infrastructures par ses propres moyens et avec ses propres hommes afin de conquérir, contrôler ou encadrer les populations. C'est le génie militaire, gros plan sur son rôle au sein des armées militaires africaines dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo commenté par Ibrahima Dioumaba. 2017, pour l'année où Burkina Faso est une année de renforcement des synergies d'action avec les pays voisins pour une sécurité maximale aux frontières et à l'intérieur du pays. C'est un engagement pris au sommet le 9 janvier 2017 par le chef de l'État, Roch Kaboré, face aux menaces et attaques terroristes. Un combat de longue haleine qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs appels à l'endroit des populations, dont l'action a souvent permis l'interpellation de nombreux suspects. Dans ce contexte de collaboration qui dure déjà plusieurs années, les citoyens sont très vite apparus comme un soutien indéfectible à l'armée. Les événements tragiques qui ont durement éprouvé le pays en 2014 puis 2016 ont rappelé à la hiérarchie militaire l'impérieuse nécessité de revisiter ses modes d'action afin de bénéficier de la confiance des Burkinabés. En Afrique, les défis de l'institution militaire ne sont pas que sécuritaires. L'armée, dans sa composante génie militaire, occupe une place stratégique dans la marche du continent, engagée au profit des États et des collectivités territoriales sur de grands travaux concernant le bâtiment, les infrastructures routières, la construction de barrages, pour ne citer que ces branches. Elle contribue significativement au développement des pays. Et ces options de formation sont dans plusieurs centres et instituts sur le continent, à l'image de l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. Tout ce que nous formons sont absorbés par le monde du travail. Et aussi, ça fait partie de la conception même de la manière de voir de notre formation, c'est de se caler aux besoins de l'industrie et des besoins locaux au point de vue en Afrique. Et c'est pour cela, tous ceux qui sortent sont déjà opérationnels au point de vue travail. Avec un personnel hautement qualifié, le génie militaire en Afrique regorge d'un nombre important de spécialistes du domaine. Au Cameroun, par exemple, le génie militaire est très important dans l'architecture de l'armée nationale, avec une variété de compétences au service du développement du pays. Dans l'architecture institutionnelle de la défense, comme je vous ai dit d'abord, sur le plan combat, nous occupons une place importante dans l'action du combat. Pourquoi? Parce que nous aidons d'abord à l'installation des troupes, tout ce qui est installation des troupes. Nous aidons également, comme nous avons dit tantôt, nous participons à la lutte contre les engins explosifs improvisés, notamment à l'aide à la mobilité et à la lutte contre la contre-mobilité. Donc, c'est des actions qui sont assez importantes pour le combat. Et dans le cadre du service, maintenant, nous participons à tout ce qui est construction en interne au sein du ministère de la Défense et en externe dans un cadre d'appui aux collectivités territoriales décentralisées et à l'ensemble des ministères, notamment les constructions, entre autres constructions que nous avons aujourd'hui. Nous avons les constructions des pylônes de télécommunications dans la zone de Bakassi, nous avons les constructions des villages des pêcheurs, nous avons la construction des salles de classe. Le génie militaire en Afrique a enregistré d'énormes progrès. Aujourd'hui, il s'est doté de moyens qui lui permettent de répondre aux exigences du développement. Des résultats obtenus en fin d'exécution de travaux ont montré à quel point cette composante de l'armée a significativement contribué à l'essor des villes africaines. Le regard que moi je porte d'une manière générale sur ces travaux, c'est des travaux qui se sont révélés souvent peu coûteux, ou tout au moins moins coûteux que ceux réalisés par les entreprises civiles, n'est-ce pas? Donc du point de vue, sur le plan budgétaire, c'est quelque chose d'extrêmement avantageux pour notre État que de s'appuyer sur le génie militaire en ce qui concerne la réalisation de travaux d'infrastructure. Et même, je dirais, du point de vue de la qualité des travaux, l'efficacité dans le rendu des travaux réalisés, il n'y a que les travaux du génie militaire se sont souvent révélés d'assez bonne facture. Le matériel du génie est fonction de ses secteurs d'activité. Ces moyens comprennent aussi bien le matériel roulant ordinaire que d'autres
d'autres moyens spécifiques constitués en général de gros engins. Et le chef de l'État, je rappelle toujours, parce que c'est lui qui est le chef des armées, en 2010, lors du cinquantenaire, eh bien, je dois dire qu'il a demandé de manière solennelle dans son discours, eh bien, il disait l'armée devrait en réalité s'intégrer de manière beaucoup plus sensible dans le développement du Cameroun. Et juste après, eh bien, il a fait une dotation conséquente au génie militaire qui a eu une dotation de plus de 150 engins et qui aujourd'hui, vous voyez un peu comment est-ce que ce grand corps de l'armée se déploie. Et pour la petite histoire, ils sont en charge aujourd'hui de refaire la route entre Dabanga et Kousséri. Depuis quelques années, le génie militaire est en pleine redynamisation. Dans les parties ouest et centrales du continent, c'est une vision suffisamment partagée par des officiers du rang qui estiment qu'il est grand temps de transformer les forces armées nationales africaines en des armées de développement. Les parcours Vita de Yaoundé et de Douala et autres réalisations du génie militaire sont reconnus comme des centres sportifs de référence. Les week-ends et les jours fériés, cet espace sportif concentre le grand nombre d'adeptes du sport. C'est en réalité un grand centre d'attraction pour les populations des villes de Douala et de Yaoundé. Il y a vraiment une grande évolution par rapport à ce qui était déjà, dont le parcours a été aménagé de manière à ce que les personnes en bas âge ou alors les personnes âgées puissent être satisfaites. Le changement se trouve à tout niveau parce qu'il y a les moniteurs à chaque niveau. Nous ne savons pas si c'était une entreprise, si à cette heure-ci, ces travaux devaient être réalisés, je ne crois pas. Donc, on a choisi les personnes juste pour réaliser ces travaux. Tout comme au Cameroun, l'objectif du programme d'études en vigueur à l'école polytechnique de Thiès est de former dans les domaines du génie civil, électromécanique, informatique et télécommunications des ingénieurs de conception de haut niveau au service du développement. D'ailleurs, les étudiants en sont même conscients. Déjà, nous comprenons que le défi ou bien le développement de notre pays, ça doit émaner forcément de nous. Parce que personne d'autre ne va venir faire cela à notre place. C'est pourquoi, lorsque nous avons eu le bac, nous avons opté pour venir dans une école d'ingénieurs où nous pourrons peut-être suivre une formation pour ensuite venir secourir notre pays. Je vois qu'en Afrique, on a un problème de technologie. Par exemple, je peux le formuler ainsi, nous sommes plutôt des consommateurs. La technologie est plutôt présente en Occident et nous avons besoin de personnes qui innovent et qui osent créer. Donc c'est pourquoi j'ai tenté de relever le défi. Toutefois, il est avéré que le génie militaire en Afrique a franchi ces dernières années un pas décisif en prenant une part active dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Dans quasiment tous les pays, il est au centre du développement socio-économique et culturel. L'une des grandes forces de cette composante militaire réside dans le fait qu'elle procure au continent des capacités à construire toutes sortes d'infrastructures modernes. Le Congo aussi, en fait. Alors, Alfred, tout d'abord, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, les armées africaines sont véritablement professionnelles? Professionnelles, je ne dirais pas. Mais bon, quand on voit, lorsqu'il y a des crises en Afrique, qu'on fait recours encore et toujours aux forces armées étrangères, on peut se poser justement cette question-là. Si elles étaient réellement professionnelles, on n'aurait pas eu besoin de la France au Mali, on n'aurait pas eu besoin de la France en Centrafrique, on n'aurait pas eu besoin de la MONUSCO en RD Congo, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Il manque de tout pratiquement pour être vraiment des armées professionnelles, même si aujourd'hui on voit avec le Tchad qu'il y a des unités, qui sont constituées, qui ont cette capacité professionnelle, mais qui bénéficient justement. Mais que dans l'ensemble, le reste des armées, c'est des va-nu-pieds, qui n'ont pas, comme en RD Congo, quand ça commence à exploser, ils abandonnent les uniformes et puis se fondent dans la population, dans la foule. Il faudra un peu plus pour que ça se professionnalise. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'hommes de troupe vaillants. La vaillance est là.
mais l'encadrement et les moyens ne leur permettent pas justement de donner le meilleur d'eux-mêmes. Justement, Djemal, pour en venir au génie militaire, on a vu dans le reportage qu'il y a beaucoup de militaires qui sont compétents, qui ont du savoir-faire, mais est-ce que ce potentiel est suffisamment exploité par nos États? Exploité très, très probablement, mais enfin, nos armées diffèrent d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Et on peut difficilement mettre sur le même pied d'égalité une armée pléthorique, importante, qui s'est améliorée, comme celle du Nigeria, et celle du Tchad à côté, qui est beaucoup plus faible, qui a une qualité bien meilleure, semble-t-il. Enfin, je ne suis pas un expert militaire pour pouvoir juger de la qualité. Mais de ce que nous pouvons regarder, nous, comme observateurs externes, et donc pas du tout professionnels, c'est l'image qui nous est renvoyée dans ce que les armées ont constitué par le passé, du rôle qu'elles ont joué dans la sécurisation du pays et au-delà, et puis de l'impact qu'ils ont sur la population. Je le disais tantôt, nos armées sont passées par 3 étapes. On a eu des armées des indépendances qui, elles, étaient très peu nombreuses, pas très bien formées, très peu équipées, mais qui étaient là pour la parade beaucoup plus qu'autre chose. Puis après, on a connu les soubresauts, les difficultés que les États ont connues à peu près de la même façon, parce que c'est des États naissants, et c'est des États qui ont connu hélas le processus naturel et obligatoire de la construction de l'État, mais aussi de sa criminalisation. Et donc, les rébellions qui vont avec, et je crois qu'Alfred n'en dira pas moins pour un pays qu'il connaît très bien, la République du Congo démocratique. Et donc, cette deuxième étape a coûté cher aux armées, elle a coûté cher en vie humaine, elle a coûté cher en stabilité pour nos pays, et elle a donné une image absolument désastreuse des États, des armées, et de tout ce qui constitue donc le système de sécurité dans nos différents pays, qui d'ailleurs au demeurant a touché pratiquement tous les pays du continent. Puis après, on est maintenant à une étape différente, c'est-à-dire qu'on est à l'étape de la formation, de la consolidation, où les armées, désormais, rentrent dans le jeu normal. Regardez, à titre d'exemple, le maintien de la paix dans le monde. Les armées africaines se sont fait une spécialité du maintien de la paix. Regardez la force de l'ONUCI qui vient de se terminer. Elle est composée de troupes, beaucoup d'étrangères au continent, mais beaucoup du continent africain. Moi, je sais que de mon pays, par exemple, il y a 2 contingents de l'armée mauritanienne qui étaient membres de l'ONUCI. Regardez la force aujourd'hui de maintien de la paix en RCA, c'est beaucoup de force africaine. Et regardez, alors même que les Européens ont été incapables de projeter une force de maintien à l'époque dans le Darfour, on avait pour autant créé une force africaine. Et puis, il y a ce qu'elles sont capables de représenter en interne, c'est-à-dire leur capacité à participer à la vie économique. Et de ça, notre sujet aujourd'hui, c'est le génie militaire. Absolument. Et donc, le génie militaire joue, lui, un rôle de plus en plus important. Regardez les routes. Rares sont les armées aujourd'hui qui importent de l'équipement militaire. À titre d'exemple, les tenues, les chaussures, ce sont des choses qui sont faites elles-mêmes. Et puis, en cas de catastrophe naturelle, on l'a vu récemment au Cameroun, et on le voit un peu dans d'autres pays, leur rôle est de plus en plus déterminant et de plus en plus important. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une armée qui participe nécessairement et réellement au développement économique du pays. Mais enfin, ce n'est pas leur vocation d'être des entreprises. Ça reste tout de même un service public de la défense, et le service public de la défense a vocation première est d'assurer la défense. Mais enfin, la défense en termes de paix, c'est aussi de participer au développement du pays. Je crois que nos armées, de ce point de vue-là, ont connu une sérieuse amélioration. Alors, Alfred, pour exploiter davantage le potentiel des forces armées en ce qui concerne le génie militaire, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, prendre exemple sur le Rwanda et en temps de paix, par exemple, déployer les ressources humaines vers d'autres secteurs, comme l'agriculture, par exemple, plutôt que de les laisser dans les casernes ? Pourquoi pas, mais moi je prendrais plutôt l'exemple du Cameroun dont le génie militaire, quand même, depuis toujours, a participé à la construction des équipements, des infrastructures, qui est un modèle qui a un passé, qui a une histoire. Et je pense effectivement qu'on peut distinguer, dissocier dans nos armées justement les forces de génie. Alors, la première façon, c'était soutien aux armées en opération. Aujourd'hui, le génie militaire, c'est participer aux tâches de développement, notamment dans la construction des infrastructures ou intervention en cas de catastrophe naturelle.
Et je pense effectivement que, parce qu'aussi dans ce génie militaire, il y a de plus en plus de jeunes ingénieurs qui vont justement, qui entrent dans l'armée dans ce secteur-là, qui leur permet justement de valoriser ce côté génie militaire. Maintenant, les tâches de développement, pourquoi pas, puisque le Rwanda sortait d'une situation catastrophique après le génocide de 1994, et je pense qu'après les tâches de consolidation des frontières de la sécurité interne, il fallait donner l'exemple justement et amener ces troupes, au lieu de les encaserner, leur permettre justement d'être de force de production aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout en temps de paix. Parce que ce sont deux missions différentes. Il y a les troupes opérationnelles, celles qui sont chargées de protéger les frontières, et les troupes de génie qui sont, elles, chargées d'assurer la projection des troupes militaires, mais qui ont aussi ce volet technique des ingénieurs, etc. Djemal. Alors, si vous voulez que l'armée devienne un acteur de l'agriculture, pourquoi pas? Mais enfin, ce n'est pas la vocation non plus de l'armée, parce que vous avez des fonctionnaires qui sont payés, et quand vous les mettez dans une agriculture libéralisée, vous faites une mauvaise concurrence. Mais en temps de paix, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse dans les casernes? On ne les laisse pas justement pas dans les casernes, et ils ne sont souvent pas dans les casernes. Mais vous ne pouvez pas leur dire de venir concurrencer le secteur privé, sera un secteur hautement concurrentiel à valeur ajoutée assez importante, alors même qu'eux n'ont de toute façon pas vocation de le faire. En revanche, elles peuvent faire des choses plus importantes. Une régulation des terres, aider à défricher les terres qui sont à valoriser, mais elles peuvent aussi avoir un rôle beaucoup plus important. C'est notre continent, nous avons des besoins assez importants. À titre d'exemple, en matière ferroviaire, et on sait que ça coûte très cher. Et si on pouvait économiser un pan entier de la main-d'œuvre pour donc la réalisation des projets de cette envergure, et si les États africains pouvaient en temps de paix converger à la fois, mais hélas, voyez-vous, en temps de paix, j'ai dit ça, nous faisons face tout de même au terrorisme, et malheureusement à tous les côtés, dans les quatre coins de notre planète, notre continent plus précisément. Mais si on pouvait en même temps développer donc les ferroviaires, les grands projets d'infrastructure, à titre d'exemple l'électricité, qu'on pouvait donc utiliser les armées comme moyen d'appui, il faut le faire. Je pense encore une fois que les armées, les grandes armées dans le monde ont aidé. L'armée américaine nous a donné le GPS, elle nous a donné Internet, et on est capable dans nos armées, pas seulement de trouver un nombre de troupes avec des rangers, non, on peut trouver des ingénieurs, et on a de plus en plus d'ingénieurs, de médecins. Moi, dans mon pays, l'hôpital le plus performant, c'est l'hôpital de l'armée, l'hôpital des armées. Et donc, si on pouvait de plus en plus développer un instrument de recherche de nos armées, et qu'on comprenne que nos armées sont aussi un moyen de développement important et de recherche scientifique pour nos pays, on y gagnerait beaucoup. Et puis, j'en aurais fini, c'est l'école de la deuxième chance. C'est-à-dire que l'armée peut aussi constituer une école de la deuxième chance. Je vous donne encore un exemple, pardon, parce que c'est ce que je connais le moins mal. Dans mon pays, il y a une école polytechnique. C'est-à-dire que les pépites de la nation sont désormais formées par l'école polytechnique de l'armée, qui, elle, envoie comme ingénieurs, probablement dans les années à venir, les enfants les plus brillants sur lesquels le pays peut miser. Ça, c'est un exemple important, mais on peut aussi en même temps donner ou développer de plus en plus l'école de la deuxième chance au sein des armées. Merci Djemal. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Gabon, les membres de l'opposition se retirent du dialogue national. Ils dénoncent l'absence de concession des représentants de la majorité présidentielle au sein de la commission chargée des réformes institutionnelles. Et puis en République démocratique du Congo, la prison de Makala a été la cible d'une attaque ce mercredi, une attaque qui a permis l'évasion de Nemwanda Semi, le chef de la secte politico-religieuse Bundu Dia Congo. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.